mon fils m'a mise à la porte en me disant qu'il n'était pas obligé de me loger et de me nourrir, et je me suis retrouvée sans abri. C'est alors qu'une dame a arrêté sa voiture, m'a appelé par mon nom et m'a remis une enveloppe qui a changé ma vie à jamais. J'ai toujours cru que la famille était le port d'attache de chacun, surtout quand les années commencent à peser sur nos épaules et que la vie nous apprend que tout n'est pas comme on l'imaginait dans notre jeunesse. Je m'appelle Morgane Conceição Santos, j'ai 67 ans et pendant longtemps j'ai vécu avec la certitude d'avoir construit une base solide pour mes vieux jours aux côtés de mon fils unique, Zacharie. Pendant 42 ans, Zacharie a été le centre de mon existence. Je l'ai élevé seul après que mon mari nous a abandonnés quand le petit n'avait que 5 ans. J'ai travaillé dans 3 emplois différents pour m'assurer qu'il ait tout ce dont il avait besoin, une éducation de qualité, des vêtements convenables, une alimentation saine et surtout beaucoup d'amour. J'ai sacrifié mes propres rêves, mes opportunités de recommencer ma vie amoureuse et même ma santé pour qu'il puisse avoir un avenir brillant. Zacharie a toujours été un garçon intelligent et déterminé. À l'école, il se démarquait de ses camarades par son dévouement aux études et sa responsabilité. J'étais immensément fier quand les professeurs faisaient l'éloge de ses performances et de son éducation. Pendant son adolescence, alors que d'autres jeunes se perdaient en mauvaise fréquentation, mon fils gardait le cap sur les objectifs que nous nous fixions ensemble pour son avenir professionnel. Quand Zacharie a eu 18 ans et est entré à l'université pour étudier la gestion, j'ai senti que tous mes efforts en avaient valu la peine. J'ai continué à travailler sans relâche pour financer ses études, même quand ma santé a commencé à montrer les premiers signes de fragilité. Mes articulations me faisaient de plus en plus mal, particulièrement pendant les hivers rigoureux, mais je ne me plaignais jamais devant lui. Je ne voulais pas qu'il se sente coupable ou qu'il abandonne ses études à cause de moi. Pendant ses années universitaires, Zacharie a rencontré Clara, une jeune femme d'une famille traditionnelle dont le père, Dr Olivier Vasconcelos, était un médecin respecté dans la ville. Clara était une jeune femme bien élevée et apparemment affectueuse, et j'étais heureuse quand mon fils me l'a présentée comme sa petite amie. Je pensais qu'elle serait une influence positive dans sa vie et que peut-être elle me donnerait des petits-enfants pour égayer ma vieillesse. La relation entre Zacharie et Clara a évolué rapidement. Ils se sont mariés 2 ans après l'obtention de son diplôme, lors d'une cérémonie élégante entièrement financée par la famille Vasconcelos. Je me suis sentie un peu mise à l'écart pendant les préparatifs du mariage, car ma situation financière ne me permettait pas de contribuer comme les parents de la mariée. Cependant, Zacharie m'assurait toujours que ma présence était ce qui comptait le plus pour lui en ce moment spécial. Après le mariage, le jeune couple a décidé d'habiter dans une maison que Dr Olivier avait achetée comme cadeau de mariage pour sa fille. C'était une résidence spacieuse et confortable dans un quartier chic de la ville, avec un jardin bien entretenu et toute l'infrastructure nécessaire pour une vie prospère. Zacharie a obtenu un emploi dans une société de conseil aux entreprises grâce aux relations professionnelles de son beau-père et semblait construire exactement la vie dont nous avions toujours rêvé ensemble. Pendant les premières années du mariage, j'entretenais une relation cordiale avec Clara. Je leur rendais visite le dimanche pour le déjeuner familial. J'apportais de petits cadeaux que je pouvais acheter avec ma retraite. Et j'essayais d'être une belle-mère présente, mais pas envahissante. Zacharie semblait heureux de cette dynamique, et je me sentais comblée de le voir réussir tant professionnellement que personnellement. Cependant, avec le temps, j'ai commencé à remarquer des changements subtils dans le comportement de Clara à mon égard. Ses réponses à mes questions sont devenues plus courtes et formelles. Les sourires semblaient forcés et elle trouvait souvent des excuses pour quitter la pièce quand j'étais présente. Au début, j'ai attribué cette froideur à des différences naturelles de personnalité et d'éducation, essayant de ne pas trop accorder d'importance à ces détails. Zacharie a aussi commencé à changer progressivement,
Nos conversations téléphoniques, qui étaient autrefois longues et chaleureuses, sont devenues brèves et superficielles. Il semblait toujours pressé, toujours avec un engagement urgent qui l'empêchait de consacrer du temps à notre conversation. Les visites dominicales ont commencé à être annulées fréquemment, toujours avec des justifications liées à des engagements sociaux ou professionnels. Ma situation financière, qui n'avait jamais été aisée, a commencé à se détériorer lorsque ma retraite a été affectée par les changements dans les règles de la sécurité sociale. La pension mensuelle qu'elle recevait couvrait à peine les frais essentiels de logement, de nourriture et des médicaments dont elle avait besoin pour contrôler sa tension artérielle et ses douleurs articulaires, qui s'intensifiaient avec l'âge. Plusieurs fois, elle avait pensé parler à Zacharie de ses difficultés, mais elle hésitait toujours, craignant de paraître un fardeau ou une profiteuse. La goutte d'eau qui fit déborder le vase survint lorsque le propriétaire du petit appartement où elle vivait depuis plus de 15 ans décida de vendre le bien. Elle reçut un avis d'expulsion avec un délai de 2 mois pour trouver un nouveau logement. Désespérée, elle chercha d'autres appartements dans ses moyens financiers, mais les loyers avaient considérablement augmenté, rendant impossible pour elle de trouver quelque chose de convenable avec sa pension de retraite. C'est alors qu'elle prit son courage à 2 mains pour aller voir Zacharie et lui expliquer sa situation. Elle fixa un rendez-vous avec lui, espérant trouver chez son fils la compréhension et le soutien qu'une mère devrait recevoir de son unique fils dans les moments difficiles. Elle croyait que, même temporairement, il lui offrirait une place dans sa maison jusqu'à ce qu'elle puisse réorganiser sa vie financière. La conversation eut lieu un samedi après-midi, dans le salon de la maison où Zacharie vivait avec Clara. Elle avait répété mentalement plusieurs fois comment elle expliquerait sa situation sans paraître dramatique ou exigeante. Elle voulait simplement qu'il sache que sa mère traversait des difficultés et avait besoin d'aide. Clara resta présente pendant toute la conversation, assise sur le canapé à côté de son mari, avec une expression sérieuse qui la rendit encore plus nerveuse. Quand elle eut fini d'expliquer sa situation et demandé à séjourner temporairement chez eux, Zacharie resta silencieux pendant quelques secondes qui semblèrent éternelles. Clara regardait fixement ses propres mains, évitant tout contact visuel avec elle. Le silence dans la pièce était gênant et elle pouvait sentir son cœur battre rapidement en attendant une réponse de son fils. La réponse qu'elle reçut fut complètement différente de ce qu'elle espérait et la laissa en état de choc total. Zacharie la regarda droit dans les yeux et son expression était d'une froideur qu'elle n'avait jamais vue auparavant chez son fils. Clara restait à ses côtés, mais elle percevait maintenant une tension dans ses épaules qu'elle n'avait pas remarquée auparavant. « Maman, je dois être clair avec vous, » dit Zacharie, utilisant un ton formel qui la fit frissonner. « Je ne suis pas obligé de donner un toit et de la nourriture à qui que ce soit, pas même à ma propre mère. J'ai construit ma vie, ma famille, et j'ai mes propres responsabilités. » Elle sentit comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds. Les paroles de son fils résonnaient dans son esprit, mais il était difficile de croire qu'elle entendait cela de la personne pour qui elle avait tout sacrifié dans la vie. « Zacharie, je ne demande pas à vivre ici pour toujours, » répondit-elle d'une voix tremblante. « C'est juste temporaire, jusqu'à ce que je puisse m'organiser. Je suis ta mère, mon fils. » Clara leva enfin les yeux et la regarda avec une expression qui mélangeait malaise et détermination. « Madame Morgan, vous devez comprendre que notre maison est trop petite pour 3 adultes, » dit-elle, bien qu'elle sache parfaitement que la résidence avait 4 chambres et plus qu'assez d'espace. De plus, continua Zacharie, se levant du canapé, vous avez toujours été une personne indépendante. Je suis sûre que vous trouverez une solution à vos problèmes sans avoir besoin de dépendre de nous. Elle se leva aussi, sentant ses jambes trembler et son cœur s'emballer. 42 ans de dévouement total, de sacrifice, d'amour inconditionnel,
et c'était ainsi que son unique fils l'a traitée la première fois qu'elle demandait son aide. « Zacharie, j'ai travaillé 3 emplois pour te donner une éducation, dit-elle, essayant de contrôler les larmes qui commençaient à se former dans ses yeux. Je n'ai jamais eu de vêtements neufs pour pouvoir payer tes fournitures scolaires. Je suis tombée malade plusieurs fois à force de travailler pour financer tes études universitaires. Et je vous en suis reconnaissant, maman, répondit-il, mais son ton restait froid et distant. Mais cela ne signifie pas que j'ai une dette éternelle envers vous. Chacun doit être responsable de sa propre vie. Clara se leva aussi et se positionna à côté de son mari, comme s'il formait une barrière contre elle. « Madame Morgan, peut-être devriez-vous vous adresser aux services sociaux de la mairie. Ils ont des programmes pour les personnes dans votre situation. » Le mot « situation » sonnait comme une insulte. Elle n'était pas dans une situation par choix personnel ou par irresponsabilité. Elle était dans une situation parce qu'elle avait consacré toute sa vie à garantir que son fils ait toutes les opportunités qu'elle n'avait jamais eues. « Vous me mettez dehors, dit-elle, plus comme une constatation qu'une question. Vous me mettez littéralement à la rue. » Zacharie soupira avec impatience. « Personne ne met personne dehors, maman. Vous n'avez jamais vécu ici. Nous voulons simplement clarifier que nous ne pouvons pas offrir ce que vous demandez. » J'ai pris mon sac avec des mains tremblantes et me suis dirigée vers la porte. Avant de sortir, je me suis retournée une dernière fois pour regarder mon fils. « Zacharie, quand tu étais petit et que tu faisais des cauchemars, tu courais dans mon lit. Quand tu étais malade, je passais des nuits entières à te soigner. Quand tu avais besoin d'argent pour quelque chose de spécial, je trouvais toujours un moyen, même si cela signifiait me priver de nourriture. »« C'était votre choix, maman, » répliqua-t-il sans montrer la moindre émotion. « Personne ne vous a demandé de faire tout cela. Je suis sortie de la maison en marchant lentement, comme si j'étais dans un cauchemar dont je me réveillerais bientôt. Mais ce n'était pas un cauchemar. C'était la cruelle réalité de découvrir que j'avais élevé un fils égoïste et ingrat, qui considérait tous les sacrifices que j'avais faits pour lui comme de simples choix dont il n'était nullement responsable. Les jours suivants, j'ai essayé de trouver des solutions pour mon logement. J'ai contacté tous les programmes sociaux que Clara avait mentionnés, mais les listes d'attente étaient interminables et je n'avais pas assez de temps avant l'expulsion. J'ai tenté de négocier avec le propriétaire de l'appartement, mais il avait déjà conclu l'affaire avec l'acheteur et ne pouvait pas reporter la vente. Une semaine avant la date limite pour quitter l'appartement, j'ai fait une dernière tentative auprès de Zacharie. Je l'ai appelé au travail, lui expliquant que je n'avais trouvé aucune solution et que j'avais vraiment besoin de son aide, ne serait-ce que pour quelques mois. « Maman, nous en avons déjà parlé, » dit-il, visiblement irrité. « Je ne peux pas vous aider, j'ai mes propres dépenses et engagements. Vous devez trouver une autre solution. »« Quelle solution, Zacharie ?» ai-je demandé, sentant le désespoir m'envahir. « Je n'ai pas de famille, pas d'amis proches, pas d'argent pour payer un loyer plus cher. Tu es ma seule famille. » Alors peut-être qu'il est temps d'accepter que certaines personnes doivent aller en maison de retraite, répondit-il cruellement. Il existe des institutions pour les personnes de votre âge qui ne peuvent plus subvenir à leurs besoins. J'ai raccroché sans pouvoir répondre. La suggestion d'une maison de retraite était comme un coup de poignard dans la poitrine. Je n'avais que 67 ans. J'étais en pleine possession de mes facultés mentales. J'avais une santé raisonnable pour mon âge, mais mon propre fils me traitait comme un fardeau dont on pouvait se débarrasser. Le jour de l'expulsion, j'ai emballé mes quelques affaires dans 2 vieilles valises et une boîte en carton. Je n'avais nulle part où aller. Littéralement, je n'avais pas un seul endroit au monde où poser ma tête cette nuit-là. Je suis sortie de l'immeuble en portant mes bagages et me suis assise sur un banc proche, essayant de réfléchir à ce que je devais faire. Le ciel était nuageux et il semblait qu'il allait pleuvoir d'un moment à l'autre. J'observais les gens qui passaient pressés sur les trottoirs, chacun avec sa destination certaine, avec leur maison où rentrer à la fin de la journée.
C'est alors qu'une voiture argentée s'est arrêtée juste devant moi. C'était un véhicule élégant, bien entretenu, et une dame qui semblait avoir quelques années de plus que moi en est sortie. Elle était bien habillée, avec des cheveux gris coiffés avec élégance et un sourire bienveillant sur le visage. « Morgan Conceição Santos ?» demanda-t-elle, m'appelant par mon nom complet. J'étais surprise, car je ne la reconnaissais pas. « Oui, c'est moi », ai-je répondu, me levant du banc avec une certaine difficulté due au poids émotionnel que je portais. « Je m'appelle Clara Vasconcelos », dit-elle, tendant la main pour me saluer. « Je sais que vous ne me connaissez pas, mais je vous connais depuis longtemps. » Le nom de famille m'était familier, mais je n'arrivais pas à me souvenir d'où. La dame semblait percevoir ma confusion et sourit avec compréhension. « Je vous ai observé pendant toutes ces années, Morgan, » continua-t-elle. « J'ai vu comment vous avez élevé votre fils seul, comment vous avez travaillé sans relâche pour lui donner toutes les opportunités. J'ai aussi vu comment il vous a traité aujourd'hui. » Mon cœur s'est emballé. Comment savait-elle ce qui s'était passé avec Zacharie? Qui était cette femme qui connaissait les détails de ma vie, mais m'était complètement étrangère? Clara se dirigea vers la voiture et revint avec une enveloppe blanche dans les mains. « Cette enveloppe va changer votre vie pour toujours, Morgan, » dit-elle, me l'attendant. À l'intérieur se trouve la clé d'un nouveau départ, de la dignité que vous méritez et que votre fils vous a refusée. J'ai pris l'enveloppe d'une main tremblante, sentant qu'elle était plus lourde qu'elle n'aurait dû l'être. Clara m'observait avec un regard affectueux, presque maternel, qui contrastait complètement avec la froideur que j'avais trouvée chez mon propre fils. « Qui êtes-vous » ai-je demandé, tenant toujours l'enveloppe sans l'ouvrir. « Comment me connaissez-vous? Comment savez-vous ce qui s'est passé aujourd'hui ?» Clara sourit à nouveau, mais il y avait une tristesse dans ses yeux qui m'intrigua profondément. Disons simplement que parfois l'univers place les bonnes personnes au bon endroit, au bon moment, Morgan. Ouvrez l'enveloppe quand vous arriverez chez vous. Mais je n'ai pas de maison, ai-je répondu, sentant les larmes revenir dans mes yeux. Maintenant, si, dit-elle simplement. Tout est expliqué dans l'enveloppe. Faites-moi confiance. Clara retourna à sa voiture, mais avant d'y monter, elle se tourna une dernière fois vers moi. Morgan, certaines personnes sont nées pour donner de l'amour inconditionnel, d'autres pour en recevoir. Vous avez donné de l'amour toute votre vie. C'est maintenant le moment d'en recevoir. La voiture s'éloigna lentement, me laissant seule sur la place avec l'enveloppe dans les mains et un tourbillon d'émotions dans la poitrine. Je regardais l'enveloppe blanche, sentant que ma vie était sur le point de prendre une direction complètement différente, sans comprendre comment ni pourquoi. Je restais sur la place quelques minutes, observant l'enveloppe blanche entre mes doigts tremblants. Son poids semblait disproportionné par rapport à sa taille, comme si elle contenait bien plus que du papier. Le ciel restait nuageux, et je sentis les premières gouttes de pluie toucher mon visage, se mêlant aux larmes qui coulaient encore silencieusement. Je cherchais refuge sous l'auvent d'un magasin fermé et, finalement, trouvai le courage d'ouvrir l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait une clé dorée, ancienne et élégante, accompagnée d'un papier à en-tête d'un cabinet d'avocat. Ma vue, qui n'était plus aussi bonne qu'avant, eut du mal à lire les mots sur le papier, mais je pus distinguer une adresse et un rendez-vous fixé pour le lendemain. Cabinet de maître Olivier Vasconcelos, avocat, pouvait-on lire en en-tête. Le nom de famille était le même que celui de la mystérieuse dame qui m'avait remis l'enveloppe. Était-ce une coïncidence? Mon cœur s'emballa à nouveau, et je réalisais que je retenais ma respiration sans m'en rendre compte. La pluie commença à tomber plus fort, et je dus prendre rapidement une décision sur l'endroit où passer la nuit. Je regardais autour de moi, cherchant un endroit qui pourrait m'abriter temporairement. Il y avait un foyer municipal à quelques pâtés de maison, mentionné par l'une des assistantes sociales que j'avais consultées pendant la semaine.
Je n'aurais jamais imaginé devoir un jour recourir à ce type d'aide. Mais j'étais là, une dame de 67 ans, portant 2 valises et une boîte, sans avoir où aller. Le chemin jusqu'au foyer fut pénible. Les valises semblaient peser plus lourd à chaque pas, et ma dignité se brisait un peu plus à chaque regard de pitié que je recevais des passants. Certaines personnes détournaient rapidement le regard, comme si ma situation était contagieuse. D'autres m'observaient avec une curiosité cruelle, comme s'ils essayaient de deviner quelle erreur j'avais commise dans ma vie pour finir dans cette condition. Au foyer, je fus accueilli par une jeune employée, environ de l'âge qu'avait Zacharie quand il est entré à l'université. Elle fut gentille, mais je pus percevoir la routine mécanique dans ses gestes. Combien de personnes comme moi n'avaient-elles pas vu passer par là? Combien d'histoires d'abandon et de désespoir n'avaient-elles pas entendues? « Avez-vous une pièce d'identité » demanda-t-elle, préparant une fiche d'inscription. Je tendis ma carte d'identité avec des mains qui tremblaient encore légèrement. « Je m'appelle Morgan Conceição Santos », dis-je, comme s'il était nécessaire de me présenter même après avoir donné le document. « Madame Morgan, je vais vous expliquer les règles du foyer », dit l'employé d'un ton professionnel, mais non dépourvu de gentillesse. « Nous avons des places disponibles pour jusqu'à 15 jours consécutifs. Après cette période, vous devrez partir et ne pourrez revenir qu'après un intervalle de 30 jours. 15 jours. C'était peu de temps, mais c'était ce que j'avais pour le moment. J'acquiesçais, montrant que j'avais compris les règles, bien que mon esprit fût concentré sur le rendez-vous prévu le lendemain au cabinet de maître Olivier Vasconcelos. Le dortoir des femmes était un espace vaste, avec des lits superposés en fer, et quelques femmes qui, comme moi, avaient trouvé là leur dernier recours. Il y avait une dame plus jeune que moi, peut-être dans la cinquantaine, qui tenait fermement un sac contre sa poitrine pendant qu'elle dormait. Une autre femme, apparemment plus âgée, murmurait toute seule, perdue dans des conversations avec des personnes qu'elle seule pouvait voir. Je m'allongeai, sur le lit qui m'avait été assigné, une couchette inférieure avec des draps propres mais rugueux. Le matelas était fin et dur, très différent du lit confortable que j'avais laissé dans l'appartement où j'avais vécu tant d'années. Mais ce n'était pas seulement l'inconfort physique qui me dérangeait, c'était la réalité brutale d'être là, dans cet endroit, après une vie entière de travail et de sacrifice. Je fermais les yeux et essayais de ne pas penser à Zacharie et Clara, dormant confortablement dans leur grande maison, pendant que j'étais là, parmi des étrangères, dans un foyer municipal. J'essayais de ne pas penser aux paroles cruelles que mon fils avait prononcées, ou à la suggestion que je cherche une maison de retraite. Mais les pensées venaient par vagues, comme des marées que je ne pouvais pas contrôler. La nuit passa lentement. Le sommeil est venu par fragments, interrompu par les bruits du dortoir collectif, par les cauchemars qui me visitaient et par l'anxiété de ce qui m'attendait le lendemain. La clé dorée est restée tout le temps dans mon poing fermé, comme un talisman qui me reliait à l'espoir que les choses pourraient s'améliorer. À l'aube, je me suis levé plus tôt que les autres femmes. J'ai pris une douche rapide dans la salle de bain commune. J'ai mis mes meilleurs vêtements, qui n'étaient pas très différents des autres, mais au moins ils étaient propres et repassés. Et je me suis préparé pour la rencontre qui pourrait changer ma vie. Le cabinet du docteur Olivier Vasconcelos se trouvait au centre-ville, dans un élégant immeuble de bureaux qui contrastait complètement avec l'auberge où j'avais passé la nuit. Je suis monté au 10e étage, le cœur battant, autant par l'effort physique que par l'anticipation de ce qui allait suivre. La secrétaire, une femme d'âge mûr au sourire professionnel, m'a reçu avec courtoisie. « Vous devez être Madame Morgan Conceição Santos », a-t-elle dit en consultant un agenda. « Le docteur Olivier vous attend. » J'ai été conduite dans une grande salle, avec des étagères remplies de livres juridiques et un imposant bureau en bois. Derrière celui-ci se tenait un homme d'environ 45 ans, les tempes grisonnantes, portant un costume sombre impeccable.
Ses yeux étaient bienveillants, mais ils reflétaient un sérieux professionnel qui m'a rassurée. « Madame Morgan, je vous en prie, asseyez-vous » a-t-il dit en se levant pour me saluer. « Je suis Olivier Vasconcelos et j'ai des informations très importantes à partager avec vous. » Je me suis assise dans le fauteuil confortable face au bureau, tenant toujours la clé dorée que j'avais reçue dans l'enveloppe. Docteur Olivier a remarqué l'objet dans ma main et a légèrement souri. « Je vois que vous avez apporté la clé, » a-t-il dit en se rasseyant. « C'est bien, elle sera nécessaire pour ce que je vais vous expliquer maintenant. » Mon cœur s'est emballé à nouveau. « Docteur, je ne comprends rien à ce qui se passe, » ai-je avoué, sentant ma voix trembler. Hier, une dame m'a remis cette enveloppe. Elle a dit qu'elle connaissait mon histoire, mais je ne l'avais jamais vue auparavant. Docteur Olivier a ouvert un épais dossier sur le bureau et en a sorti quelques documents. « Madame Morgan, vous avez rencontré ma mère hier, » a-t-il dit, et ces paroles m'ont frappé comme la foudre. Clara Vasconcelos. Elle a 72 ans et depuis longtemps, elle suit votre parcours de vie. « Votre mère ?» ai-je demandé, sentant que j'avais besoin de plus d'explications pour comprendre toute cette situation surréaliste. « Oui », a-t-il confirmé, en organisant les papiers devant lui. Ma mère a toujours eu un intérêt particulier pour les histoires de femmes qui se sont sacrifiées pour leurs enfants. Elle-même a traversé des situations similaires dans le passé, et elle s'est donnée comme mission personnelle d'aider des personnes comme vous. Je suis restée silencieuse, essayant d'assimiler ces informations. La mystérieuse dame qui m'avait remis l'enveloppe était la mère de l'avocat qui se trouvait devant moi, et apparemment, elle m'avait observé pendant des années sans que je le sache. « Madame Morgan, » a poursuivi docteur Olivier, « ma mère a acquis une propriété il y a quelques mois en pensant spécifiquement à vous. C'est une petite maison mais confortable, située dans un quartier tranquille. La clé que vous avez dans les mains ouvre la porte de cette maison. J'ai eu l'impression que le monde avait cessé de tourner autour de moi. Je ne comprends pas, ai-je murmuré, regardant la clé dorée. Pourquoi votre mère ferait-elle cela pour moi? Elle ne me connaît même pas. L'avocat s'est légèrement penché en avant, ses yeux montrant une compassion sincère. Madame Morgan, ma mère vous connaît mieux que vous ne l'imaginez. Elle a travaillé pendant de nombreuses années comme assistante sociale bénévole dans des écoles publiques. C'est ainsi qu'elle a connu votre histoire, les sacrifices que vous avez faits pour Zacharie, comment vous avez travaillé sans relâche pour lui donner toutes les opportunités. Les pièces du puzzle ont commencé à s'assembler lentement dans mon esprit. Clara Vasconcelos avait suivi mon parcours à travers son travail bénévole dans les écoles que Zacharie avait fréquentées. Elle connaissait mes sacrifices, mes nuits blanches à travailler pour payer les études de mon fils, tous les rêves que j'avais abandonnés pour qu'il puisse réaliser les siens. « Il y a autre chose, Madame Morgan, » a dit docteur Olivier, sortant un autre document du dossier. « La maison n'est pas simplement un prêt ou une aide temporaire. L'acte de propriété est en cours de transfert à votre nom. Vous serez la propriétaire légale du bien. » Cette fois, je n'ai pas pu retenir mes larmes. Elles ont jailli de mes yeux comme un barrage qui cède enfin, emportant avec elle toute la douleur, toute l'humiliation et tout le désespoir que j'avais accumulé ces derniers jours. Mais avec la douleur, il y avait aussi quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, l'espoir. Ça ne peut pas être vrai, ai-je réussi à dire entre les sanglots. Pourquoi quelqu'un ferait-il cela pour une inconnue? Il doit y avoir une erreur. Docteur Olivier m'a tendu un mouchoir en papier et a attendu patiemment que je puisse me ressaisir un peu. Il n'y a pas d'erreur, Madame Morgan. Ma mère dispose de ressources financières suffisantes pour faire ce don, et elle a choisi de le faire pour vous car elle reconnaît la valeur d'une mère qui s'est entièrement consacrée au bien-être de son fils. J'ai regardé à nouveau la clé dans ma main, comprenant maintenant pleinement sa signification. Ce n'était pas qu'une simple clé pour une maison, c'était la clé d'une nouvelle vie, de la dignité que mon propre fils m'avait refusée, d'un nouveau départ
que je n'aurais jamais imaginé possible à ce stade de ma vie. La maison est à environ 20 minutes d'ici en bus, a expliqué Dr Olivier en me remettant un papier avec l'adresse complète. Elle a 2 chambres, un salon, une cuisine, une salle de bain et une petite cour à l'arrière. Elle est entièrement meublée et prête à être habitée. J'ai pris le papier avec l'adresse, ayant l'impression de vivre un rêve dont je me réveillerai bientôt. Mais la réalité de la clé dans ma main, de l'avocat en face de moi et des documents sur la table me confirmait que tout cela était bien réel. « Docteur Olivier », ai-je dit, essayant de trouver les mots appropriés pour exprimer ma gratitude, « je ne sais pas comment remercier votre mère. Je ne sais pas comment rendre une telle générosité. » Il a souri avec la même gentillesse que j'avais vue sur le visage de Clara Vasconcelos la veille. « Madame Morgan, ma mère dit toujours que la meilleure façon de remercier pour une bonté est de vivre avec dignité et, quand c'est possible, de transmettre cette bonté à d'autres personnes. Elle n'attend rien en retour, seulement que vous soyez heureuse. » Je suis sortie du bureau du docteur Olivier Vasconcelos en marchant sur un nuage, littéralement. La différence entre la femme désespérée qui était entrée dans cet immeuble et celle qui en sortait maintenant était abyssale. En quelques heures, j'étais passée d'une personne sans abri, dormant dans un foyer, à propriétaire d'une maison. Le trajet jusqu'à la nouvelle adresse fut un mélange d'attente et d'incrédulité. À chaque arrêt de bus, je regardais la clé et le papier avec l'adresse, m'assurant que je ne rêvais pas. Les autres personnes dans le transport public suivaient leur routine normale, ignorant le miracle qui se produisait dans la vie d'une dame de 67 ans qu'elle ne connaissait même pas. Quand je suis finalement arrivée dans la rue indiquée sur le papier, mon cœur a failli s'arrêter de battre. La maison était exactement comme docteur Olivier l'avait décrite, petite mais confortable, avec une façade bien entretenue et un petit jardin devant. Elle semblait sortie d'un rêve, le type de maison que j'avais toujours imaginé avoir quand j'étais jeune, mais que je n'avais jamais pu acquérir car toutes les ressources avaient été dirigées vers l'avenir de Zacharie. J'ai marché lentement jusqu'à la porte d'entrée, assimilant encore la réalité que cette maison serait la mienne. J'ai inséré la clé dorée dans la serrure, l'ai tournée lentement, et la porte s'est ouverte révélant un intérieur accueillant et complètement meublé, exactement comme promis. C'était le premier jour d'une nouvelle vie, une vie que mon propre fils avait essayé de me refuser, mais que la bonté d'une inconnue avait rendue possible. En entrant dans la maison qui était maintenant la mienne, j'ai su que ce moment changerait pour toujours non seulement ma situation de logement, mais toute ma perspective sur la bonté, la dignité et les nouveaux départs. Je suis entrée dans la maison qui était maintenant la mienne, fermant doucement la porte derrière moi. Le silence qui m'enveloppait n'était pas le silence angoissant de l'abandon que j'avais expérimenté ces derniers jours, mais un silence accueillant, plein de possibilités. J'ai marché lentement dans le salon, observant chaque détail des meubles choisis avec soin par Clara Vasconcelos. Il y avait un canapé en tissu beige, une table basse, simple mais élégante, et une étagère avec quelques livres qui semblaient avoir été sélectionnés spécialement pour moi. Dans la cuisine, j'ai trouvé tout ce dont une personne pourrait avoir besoin: réfrigérateur, cuisinière, ustensiles de base et même quelques provisions dans les placards. Il était évident que Clara avait pensé à chaque détail pour que je puisse commencer ma nouvelle vie immédiatement, sans dépendre de personne. J'ai ouvert le réfrigérateur et trouvé du lait, des œufs, des fruits et d'autres aliments frais. Mes yeux se sont à nouveau remplis de larmes, mais cette fois c'étaient des larmes de profonde gratitude. Je me suis dirigée vers la chambre principale, où il y avait un lit simple avec des draps fleuris, une armoire petite mais fonctionnelle, et une commode avec miroir. Sur la commode, il y avait un vase avec des fleurs fraîches et une note manuscrite. D'une main tremblante, j'ai pris le papier
et reconnut la même écriture élégante que j'avais vue sur l'enveloppe la veille. « Cher Morgane Conseil-Sang », disait la note, « j'espère que cette maison vous apportera la paix et la dignité que vous méritez, que ce soit seulement le premier jour de nombreuses années heureuses. Affectueusement, Clara Vasconcelos. » Je me suis assise au bord du lit, serrant la note contre ma poitrine. Il était impossible de croire qu'il y a seulement 24 heures, j'étais expulsée de chez moi par mon propre fils, et maintenant j'avais un foyer qui était véritablement le mien. La générosité de Clara me touchait d'une manière que je ne pouvais exprimer avec des mots. C'était comme si elle avait vu mon âme blessée et décidé de la guérir par un acte de pure bonté. J'ai passé le reste de l'après-midi à explorer chaque recoin de la maison, me familiarisant avec mon nouvel espace. La cour arrière était petite mais charmante, avec quelques plantes et un petit espace où je pourrais cultiver des herbes aromatiques ou des fleurs. Il y avait même un rocking chair sous un arbre touffu, une invitation parfaite pour des après-midi tranquilles de contemplation. Quand le soleil a commencé à se coucher, j'ai préparé mon premier dîner dans la nouvelle maison. C'était juste une simple omelette avec les œufs que j'avais trouvés dans le réfrigérateur, mais elle avait une saveur particulière. C'était le goût de la liberté, de la dignité retrouvée, de l'espoir renouvelé. J'ai mangé lentement, savourant non seulement la nourriture, mais aussi ce moment historique dans ma vie. Après le dîner, je me suis assise sur le canapé du salon et je me suis permis de réfléchir à tout ce qui s'était passé. La douleur du rejet de Zacharie était toujours présente, comme une blessure qui prendrait du temps à cicatriser complètement. Mais avec cette douleur, quelque chose de nouveau grandissait en moi. Une force que je ne savais pas posséder, une capacité à recommencer que je pensais avoir perdue avec l'âge. J'ai pensé à ce que serait ma vie désormais. Pour la première fois depuis des décennies, je pourrais prendre des décisions basées uniquement sur ce qui était le mieux pour moi, sans avoir à considérer les besoins ou les opinions de quelqu'un d'autre. Je pourrais décorer la maison comme je le souhaitais, cuisiner uniquement les plats que j'aimais, regarder les programmes de télévision qui m'intéressaient. C'était une liberté dont j'avais oublié l'existence. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec les premiers rayons du soleil qui entraient par la fenêtre de la chambre. Pendant un moment, j'étais désorientée, ne sachant pas où j'étais. Puis la réalité s'est revenue progressivement. J'étais dans ma propre maison, dans mon propre lit, dans ma nouvelle vie. Je me suis levée avec une énergie que je n'avais pas ressentie depuis des années et j'ai préparé un petit déjeuner complet pour moi-même. Après le petit déjeuner, j'ai décidé de faire une promenade dans le quartier pour mieux connaître mon nouveau voisinage. Les rues étaient un coin calme, bordées d'arbres, avec des maisons similaires à la mienne. J'ai vu quelques personnes âgées qui marchaient, des enfants qui jouaient dans un petit parc proche et des commerçants qui ouvraient leurs boutiques. C'était un environnement accueillant, très différent de l'appartement où j'avais vécu avec Zacharie, dans un immeuble où je connaissais à peine les voisins. Pendant ma promenade, je me suis arrêtée dans une petite boulangerie et j'ai acheté du pain frais. Le boulanger, un monsieur sympathique d'environ 60 ans, m'a salué gentiment quand j'ai mentionné que je venais d'emménager dans la rue des Acacias. « Bienvenue dans le quartier, madame », a-t-il dit avec un sourire chaleureux. « Ici, c'est un endroit tranquille où les gens se connaissent et s'entraident. » Ces paroles m'ont réchauffé le cœur. Cela faisait longtemps que je ne m'étais pas senti partie d'une communauté, d'un endroit où j'appartenais vraiment. Pendant les dernières années chez Zacharie, je me sentais comme une invitée permanente, quelqu'un qui était là par tolérance, non par droit. De retour à la maison, j'ai mieux organisé mes quelques vêtements dans l'armoire et rangé mes objets personnels dans la maison. Il y avait quelques vieilles photographies que je portais toujours avec moi, dont une de Zacharie enfant, souriant innocemment à l'appareil photo. J'ai regardé cette photo pendant longtemps, me souvenant du garçon doux et affectueux qu'il avait été, avant que la vie adulte et les influences extérieures ne changent son caractère. Je ne ressentais pas de colère envers mon fils,
juste une profonde tristesse pour la personne qu'il était devenu. Peut-être qu'un jour, il comprendrait ce qu'il avait perdu en m'éloignant de sa vie. Peut-être qu'un jour il regretterait les soins et l'amour inconditionnel que seule une mère peut offrir. Mais jusqu'à ce que ce jour arrive, s'il arrive, je devais apprendre à vivre pour moi-même. Dans l'après-midi, j'ai reçu une visite inattendue. Quelqu'un a frappé doucement à la porte, et quand j'ai ouvert, j'ai trouvé Clara Vasconcelos sur le seuil, tenant un petit vase avec des fleurs colorées. « J'espère ne pas vous déranger », a-t-elle dit avec le même sourire gentil qui m'avait captivé lors de notre première rencontre. « Je suis venue voir comment vous vous adaptiez à votre nouvelle maison. »« Je vous en prie, entrez », ai-je répondu, encore surprise par sa visite. « Vous êtes toujours la bienvenue ici. » Clara est entrée et a regardé autour d'elle avec une satisfaction évidente. « Je suis heureuse de voir que vous vous sentez chez vous, » a-t-elle dit, en me tendant le vase de fleurs. « Celles-ci sont pour égayer encore plus votre nouveau foyer. » Je lui ai offert un café, qu'elle a accepté gracieusement. Nous étions assises à la table de la cuisine, et pour la première fois, j'ai eu l'occasion de parler convenablement avec la femme qui avait changé ma vie à jamais. « Clara », dis-je, utilisant son prénom pour la première fois. « Je n'arrive toujours pas à croire en tant de générosité. Pourquoi avez-vous fait cela pour moi ?» Elle but une gorgée de café avant de répondre, ses yeux témoignant d'une sagesse accumulée au fil des décennies. « Morgane Conseil-Sang, dit-elle doucement, j'ai vécu des situations similaires aux vôtres. Je sais ce que c'est que de se consacrer entièrement à un enfant et d'être ensuite mise de côté quand on n'est plus commode. » Ces paroles m'ont profondément touchée. Il y avait une ancienne douleur dans sa voix, une blessure qui n'avait probablement jamais complètement cicatrisé. « Mon premier mari est mort quand Olivier n'avait que 10 ans, poursuivit Clara. J'ai élevé mon fils seul, travaillant à 2 emplois pour lui donner la meilleure éducation possible. Quand il a obtenu son diplôme de droit et a commencé à prospérer professionnellement, il a rencontré une femme qui ne me voyait pas d'un bon œil. J'écoutais son histoire avec une attention croissante, reconnaissant des parallèles avec ma propre expérience. Pendant des années, je me suis sentie comme une intruse dans la vie de mon propre fils, dit Clara, ses mains enveloppant la tasse de café, comme si elles cherchèrent de la chaleur, jusqu'au jour où j'ai décidé que je ne vivrais plus en demandant la permission d'exister. J'ai utilisé mes économies pour acheter ma propre maison, j'ai reconstruit ma vie et j'ai appris à être heureuse indépendamment de l'approbation de quiconque. « Et Olivier ?» demandai-je, curieuse de savoir comment la situation s'était résolue entre eux. « Avec le temps, il a réalisé l'erreur qu'il avait commise, » répondit Clara avec un sourire triste. Son mariage n'a pas duré et il a compris qu'il avait perdu des années précieuses avec sa mère à cause d'une personne qui n'est même pas restée dans sa vie. Aujourd'hui, nous avons une relation merveilleuse, basée sur le respect mutuel et l'amour véritable. Ces paroles m'ont donné de l'espoir. Peut-être y aurait-il un avenir où Zacharie reconnaîtrait aussi ses erreurs et chercherait une réconciliation. Mais même si cela n'arrivait jamais, j'avais maintenant la certitude que je pourrais être heureuse sans son approbation. C'est pour cela que j'ai choisi de vous aider, Morgane Conseil-Sang, conclut Clara. Parce que je reconnais dans votre histoire mon propre parcours et je veux que vous ayez l'opportunité de découvrir qui vous êtes quand vous ne vivez plus uniquement pour quelqu'un d'autre. Nous avons passé le reste de l'après-midi à parler de nos vies, nos expériences, nos rêves reportés. Clara m'a parlé de son bénévolat, des livres qu'elle aimait lire, des voyages qu'elle avait faits après avoir reconstruit sa vie. Je lui ai confié mes peurs, mes espoirs, mes projets encore incertains pour l'avenir. Quand elle est partie en fin d'après-midi, j'ai senti que j'avais gagné non seulement une maison, mais aussi une véritable amie. Quelqu'un qui comprenait mon parcours parce qu'elle avait emprunté un chemin similaire. Ce soir-là, avant de dormir, j'ai fait une liste mentale de toutes les choses que je voulais faire dans ma nouvelle vie. Je voulais apprendre à peindre, quelque chose qui m'avait toujours intéressé
mais pour laquelle je n'avais jamais eu le temps. Je voulais lire tous les livres que j'avais reportés au fil des années. Je voulais cultiver un jardin, voyager vers des endroits dont j'avais toujours rêvé, peut-être même me faire de nouveaux amis et qui sait, trouver un compagnon pour partager cette nouvelle phase de ma vie. Pour la première fois depuis des décennies, l'avenir ne me semblait pas effrayant, mais plutôt rempli de possibilités infinies. J'avais découvert qu'à 67 ans, il était encore possible de recommencer, de rêver, d'être heureuse. Et tout cela grâce à la générosité d'une femme qui avait vu en moi un potentiel que j'avais moi-même oublié posséder. Je me suis endormie ce soir-là avec un sourire aux lèvres, sachant que le lendemain serait le premier de nombreux jours dans mon nouveau voyage de découverte de soi et d'épanouissement personnel. Les jours qui ont suivi ont été remplis de découvertes constantes sur moi-même et sur les possibilités que la vie pouvait encore m'offrir. Je me réveillais chaque matin avec une sensation nouvelle, quelque chose que j'avais oublié qui existait, l'attente positive de la journée à venir. Pour la première fois depuis des années, je n'avais plus besoin de me soucier de plaire à quiconque d'autre que moi-même. Je n'avais plus besoin de demander la permission pour utiliser la cuisine ou regarder l'émission de télévision que je souhaitais. Durant la première semaine dans ma nouvelle maison, j'ai établi une routine qui m'a apporté une paix intérieure que je n'avais pas connue depuis des décennies. Je me levais tôt, je préparais mon petit déjeuner tranquillement, savourant chaque gorgée tout en observant l'animation du quartier par la fenêtre de la cuisine. Je voyais les voisins partir au travail, les enfants aller à l'école, les retraités comme moi se promener dans les rues bordées d'arbres. C'était réconfortant de faire partie de cette communauté, même si je ne connaissais encore personne personnellement. Pendant les matinées, je me consacrais au rangement et à la réorganisation de la maison, découvrant les petits détails que Clara avait inclus pour rendre l'ambiance plus chaleureuse. Il y avait des coussins brodés sur le canapé, des rideaux délicats aux fenêtres, et même quelques livres de recettes sur l'étagère de la cuisine. Chaque objet semblait avoir été choisi spécifiquement pour moi, comme si elle avait étudié mes goûts et mes préférences. Un matin, alors que j'arrosais les plantes du jardin, j'entendis une voix féminine m'appeler par-dessus la petite clôture qui séparait ma propriété de la maison voisine. « Bonjour, vous devez être la nouvelle occupante de la maison de Madame Clara », dit une femme d'environ 60 ans, les cheveux gris attachés en chignon et un sourire chaleureux sur le visage. « Bonjour, oui, je suis Morgane Conceição Santos », répondis-je en m'approchant de la clôture. « J'ai emménagé il y a quelques jours. Quel plaisir de vous rencontrer. Je suis Zoé Silva, mais tout le monde m'appelle Madame Perrine, dit-elle en tendant la main par-dessus la clôture. J'habite ici depuis plus de 20 ans et j'ai bien connu Madame Clara, une femme extraordinaire, n'est-ce pas? J'acquiesçais avec enthousiasme, ressentant une curiosité naturelle sur ce que ma voisine pourrait me raconter sur la femme qui avait changé ma vie. Clara disait toujours que cette maison attendait la bonne personne, poursuivit Madame Perrine, avec une lueur particulière dans les yeux. Elle disait que quand elle trouverait cette personne, elle saurait immédiatement que c'était elle. Ces paroles m'émurent profondément. Penser que Clara m'avait spécifiquement choisi, qu'elle avait d'une certaine façon reconnu en moi quelqu'un digne de sa générosité, me remplit d'une gratitude renouvelée. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à venir me voir, proposa Madame Perrine avec une sincérité évidente. Dans ce quartier, nous prenons soin les unes des autres. Je la remerciai de sa gentillesse et promis de ne pas hésiter à la solliciter si nécessaire. Après qu'elle eut pris congé et fut rentrée chez elle, je restai dans le jardin un moment, réfléchissant à combien il était différent d'avoir des voisins qui se souciaient de mon bien-être. Pendant les années où j'avais vécu avec Zacharie, nous avions rarement des contacts avec les voisins de l'immeuble, et quand il y en avait, ils étaient toujours superficiels et froids. L'après-midi même, je décidai de faire une promenade plus longue dans le quartier, explorant des rues que je ne connaissais pas encore. Je découvris une petite bibliothèque communautaire
à seulement 3 pâtés de maison, une trouvaille qui me rendit particulièrement enthousiaste. Cela faisait des années que je n'avais pas fréquenté une bibliothèque, toujours trop occupé par les tâches ménagères et les soins à Zacharie et sa famille. J'entrai dans la bibliothèque et fus accueilli par une jeune bibliothécaire sympathique qui me montra les différentes sections et m'expliqua le système d'emprunt. Je passai plus d'1 heure à parcourir les étagères, redécouvrant le plaisir de feuilleter des livres, de lire les résumés, d'imaginer les histoires qui m'attendaient entre ces pages. Je choisis 3 livres à emporter. Un roman sur une femme qui recommence sa vie après 60 ans, un livre de cuisine avec des recettes pratiques pour une personne et un guide de jardinage pour débutants. Chaque choix représentait un aspect de la nouvelle vie que je construisais pour moi-même. De retour à la maison, je m'installai dans le fauteuil du salon avec le premier livre et une tasse de thé. La protagoniste de l'histoire avait un parcours similaire au mien. Une femme qui avait consacré des décennies de sa vie à sa famille et qui, après s'être retrouvée seule, décidait de redécouvrir qui elle était au-delà des rôles d'épouse et de mère. Lire ces pages était comme regarder dans un miroir et voir non seulement ma réalité actuelle, mais aussi les possibilités infinies qui s'ouvraient devant moi. Pendant ma lecture, mon téléphone sonna. C'était un numéro inconnu, et j'hésitai un moment avant de répondre. Quand je décrochai finalement, j'entendis une voix masculine polie à l'autre bout de la ligne. « Madame Morgane Conceição Santos, c'est docteur Olivier Vasconcelos, dit-il. J'espère que je ne vous dérange pas. » Mon cœur s'accéléra légèrement. Depuis notre réunion au cabinet, je n'avais plus eu de contact avec l'avocat, et son appel éveilla ma curiosité quant à la raison. « Docteur Olivier, quelle surprise !» répondis-je en marquant la page du livre. « Vous ne me dérangez pas du tout. »« J'appelle pour savoir comment vous vous adaptez à votre nouvelle maison, » dit-il avec gentillesse. « Ma mère m'a spécifiquement demandé de vérifier si vous aviez besoin de quoi que ce soit. » Son inquiétude me toucha profondément. Il était évident que Clara avait élevé un fils avec les mêmes valeurs de bonté et de considération qu'elle démontrait. « Je m'adapte merveilleusement bien, » répondis-je sincèrement. « Votre mère a pensé à chaque détail pour rendre cette transition plus facile pour moi. »« Je suis très heureux de l'entendre, » dit Olivier, et je pus percevoir le soulagement dans sa voix. « Madame Morgane, si vous me permettez la question, comment gérez-vous émotionnellement tout ce changement ?» Sa question m'a prise au dépourvu, mais j'ai senti qu'elle venait d'une véritable préoccupation, pas d'une simple curiosité. C'est un mélange de sentiments très complexes, docteur Olivier. Ai-je répondu après quelques secondes de réflexion. Il y a une profonde douleur concernant la façon dont mon fils m'a traité, une blessure encore très sensible. Mais en même temps, il y a un sentiment de liberté que je n'avais pas ressenti depuis des décennies. Je comprends parfaitement, dit-il avec empathie. Ma mère a traversé une situation similaire il y a de nombreuses années, et elle disait toujours que parfois nous devons tout perdre pour découvrir qui nous sommes vraiment. Ces paroles ont profondément résonné en moi. C'était exactement ce qui se passait. Je découvrais des aspects de ma personnalité qui étaient restés endormis pendant des années de dévouement exclusif aux autres. « Docteur Olivier, puis-je vous poser une question personnelle ?» ai-je demandé, me sentant à l'aise avec son ouverture. « Bien sûr, je vous en prie, » répondit-il. « Comment avez-vous vécu le moment où votre mère a décidé de reconstruire sa vie? Cela a dû être difficile de réaliser que vous aviez contribué à sa douleur. » Il y eut un silence à l'autre bout de la ligne, et pendant un moment j'ai pensé avoir été trop indiscrète. Puis il soupira profondément avant de répondre. Ce fut l'une des leçons les plus douloureuses et les plus importantes de ma vie, dit Olivier avec une honnêteté touchante. Pendant des années, j'ai vécu avec la culpabilité d'avoir laissé d'autres personnes influencer ma relation avec ma mère. Quand j'ai finalement ouvert les yeux sur ce que j'avais fait, c'était presque trop tard. Mais vous avez réussi à vous réconcilier, ai-je observé, me souvenant de ce que Clara m'avait raconté. Oui, heureusement, confirma-t-il. Mais ce fut un processus long et difficile. J'ai dû réapprendre à être un fils, à valoriser la femme extraordinaire qui m'avait élevé seule
et que j'avais négligé pour des intérêts moins importants. Son honnêteté m'a profondément ému. Il y avait une leçon importante dans son expérience, un espoir que peut-être un jour Zacharie pourrait aussi reconnaître ses erreurs. C'est pour cela que ma mère s'est tant identifiée à votre situation, poursuivit Olivier. Elle voit dans votre histoire un reflet de son propre parcours et elle veut s'assurer que vous ayez la même opportunité de reconstruction qu'elle a eue. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans mon fauteuil pendant longtemps, réfléchissant à notre conversation. L'histoire de Clara et Olivier me donnait de l'espoir, mais me rappelait aussi que je ne pouvais pas vivre en attendant une réconciliation qui ne viendrait peut-être jamais. Mon bonheur ne pouvait pas dépendre d'un éventuel changement de Zacharie. Il devait venir de l'intérieur, de mes propres choix et réussites. Ce soir-là, je me suis préparé un dîner spécial, utilisant une des recettes du livre que j'avais emprunté à la bibliothèque. C'était un plat simple, mais qui demandait du temps et du soin dans la préparation. En cuisinant, j'ai ressenti une profonde satisfaction à faire quelque chose uniquement pour mon propre plaisir, sans hâte, sans pression, sans avoir à satisfaire le goût de quelqu'un d'autre. Après le dîner, je suis sortie dans le jardin et me suis assise dans la chaise à bascule sous l'arbre. La soirée était calme, avec une légère brise et le son lointain des enfants jouant dans la rue. J'ai regardé les étoiles et me suis fait une promesse silencieuse. Je profiterai de chaque jour de cette nouvelle phase de ma vie. J'explorerai chaque opportunité de croissance et de découverte, et je ne permettrai plus jamais à quelqu'un de me faire sentir comme un fardeau ou une gêne. À 67 ans, j'apprenais à vivre à nouveau, et pour la première fois depuis des décennies, l'avenir me semblait brillant et plein de possibilités infinies. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une sensation différente, comme si quelque chose dans l'air avait changé pendant la nuit. Je n'arrivais pas à identifier exactement ce que c'était, mais il y avait une nouvelle énergie circulant dans la maison, une attente que je ne pouvais pas expliquer. J'ai préparé mon petit déjeuner avec le même rituel calme que j'avais établi, mais cette fois mon esprit était agité, comme s'il attendait quelque chose d'important. Pendant que j'arrosais les plantes du jardin, j'ai entendu le portail s'ouvrir et je me suis retournée pour voir Madame Perrine marchant dans ma direction avec une expression inquiète sur le visage. Elle tenait dans ses mains une enveloppe jaunie et semblait hésitante. « Bonjour, Morgane Conseil-Saint », dit-elle, s'approchant lentement. « J'espère ne pas vous déranger de si bonne heure. »« Pas du tout, Madame Perrine, » ai-je répondu, posant l'arrosoir. « Vous êtes toujours la bienvenue. Est-il arrivé quelque chose ?» Elle soupira profondément avant de répondre, regardant l'enveloppe dans ses mains. « En fait, oui, » dit-elle avec précaution. « Hier après-midi, après notre conversation, je me suis souvenue de quelque chose que Clara m'avait demandé il y a quelques mois. Elle m'a remis cette enveloppe en me disant que si quelque chose lui arrivait, je devrais la remettre à la personne qui viendrait habiter cette maison. » Mon cœur s'est légèrement accéléré. Clara avait tout planifié, même au-delà de son départ, pensant aux détails qui pourraient être importants pour mon adaptation. Clara a toujours été très attentive aux détails, ai-je commenté en tendant la main pour recevoir l'enveloppe. En effet, acquiesça Wilhelmine Perrine en me remettant soigneusement l'enveloppe. Elle m'a dit qu'il y avait à l'intérieur des informations importantes sur la maison et le quartier, des choses qui pourraient aider la nouvelle occupante à se sentir vraiment chez elle. J'ai remercié Wilhelmine Perrine et l'ai invitée à prendre un café. Mais elle a poliment décliné, disant qu'elle devait partir pour quelques rendez-vous. Après son départ, je suis rentré dans la maison avec l'enveloppe dans les mains, ressentant une intense curiosité pour son contenu. Je me suis assise dans le fauteuil du salon et j'ai soigneusement ouvert l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient plusieurs feuilles de papier avec l'élégante écriture de Clara, ainsi que quelques vieilles photographies et une petite carte du quartier dessinée à la main. La première feuille était une lettre qui m'était spécifiquement adressée, bien que Clara ne connaissait évidemment pas mon nom lorsqu'elle l'avait écrite. « Chère nouvelle habitante de cette maison », commençait la lettre. «
Si vous lisez ces mots, cela signifie que mon plan a fonctionné et que cette maison a trouvé la bonne personne pour prendre soin d'elle. Je sais que vous devez vous demander comment je peux en être sûr, mais croyez-moi, quand je vous ai choisi, c'est parce que j'ai reconnu en vous quelque chose de très spécial. J'ai fait une pause dans ma lecture, ému par la prédiction exacte de Clara concernant ma curiosité. C'était comme si elle me parlait à travers le temps, anticipant mes doutes et mes questions. Cette maison a une riche histoire, poursuivait la lettre, et chaque pièce garde des souvenirs précieux. Dans l'armoire de la chambre principale, derrière les vêtements que je vous ai laissés, il y a une boîte avec des photographies de beaux mais pas de tous les moments heureux que j'ai vécus ici. N'hésitez pas à les regarder quand vous voudrez mieux connaître l'histoire de votre nouveau foyer. J'ai interrompu ma lecture et me suis immédiatement rendu dans la chambre principale. Dans l'armoire, exactement où Clara l'avait indiqué, j'ai trouvé une boîte en bois sculptée, soigneusement rangée derrière les robes qu'elle m'avait laissées. J'ai rapporté la boîte au salon et l'ai ouverte avec révérence. Les photographies racontaient l'histoire de décennies de vie heureuse dans cette maison. J'ai vu Clara, jeune, souriante aux côtés d'un homme élégant qui devait être son mari, tous deux posant dans le jardin dont je m'occupais maintenant. Il y avait des photos d'anniversaire, de réunions familiales, de Noël célébrées dans le salon où j'étais maintenant assise. Sur beaucoup d'images, j'ai reconnu un garçon qui grandissait au fil des ans et que j'ai identifié comme étant Olivier. Une photo en particulier a attiré mon attention. Clara, déjà aux cheveux gris, enlacée avec Olivier adulte, tous deux souriant sincèrement. Au dos de la photo, il y avait une annotation. Après la réconciliation, il n'est jamais trop tard pour recommencer. Je suis revenu à la lecture de la lettre, maintenant avec une compréhension encore plus grande de la femme extraordinaire qui avait changé ma vie. Il y a aussi quelques informations pratiques qui peuvent être utiles, poursuivait Clara dans la lettre. Le magasin de Wilhelmine Carmen, au coin de la rue des Fleurs, a les meilleurs produits frais du quartier, et elle a toujours été très gentille avec moi. Le docteur Henrique, au cabinet de la rue principale, est un excellent médecin et très humain. Et si vous aimez les plantes comme je les aimais, Monsieur Antonio de la boutique de fleurs de l'avenue centrale connaît tous les secrets pour maintenir un beau jardin. Chaque recommandation était un cadeau, une façon pour Clara de m'aider à construire un réseau de relations positives dans le quartier. J'ai réalisé qu'elle ne m'avait pas seulement donné une maison, elle m'avait donné les outils pour construire une nouvelle vie complète. Mais l'information la plus importante, continuait la lettre, se trouve sur la carte que j'ai incluse dans cette enveloppe. J'ai marqué d'un X un endroit très spécial pour moi, un lieu où j'avais l'habitude d'aller quand j'avais besoin de penser, de réfléchir sur la vie et de trouver la paix intérieure. C'est un petit jardin public, caché entre les rues résidentielles, où il y a un banc sous un arbre centenaire. Chaque fois que je me sentais perdu ou triste, j'allais là-bas et je rentrais chez moi renouvelé. J'ai pris la carte dessinée à la main et étudié les traits soigneux de Clara. Le X était marqué à environ 6 pâtés de maison, dans une zone que je n'avais pas encore explorée lors de mes promenades. J'espère que vous trouverez dans cet endroit la même paix que j'ai trouvée pendant tant d'années, concluait la lettre. Et souvenez-vous toujours, vous méritez tout le bonheur que cette nouvelle phase de votre vie peut offrir. Ne laissez personne vous convaincre du contraire. La lettre se terminait par une signature élégante. Avec affection et admiration, Clara Vasconcelos. Je suis restée assise longtemps, tenant la lettre et les photographies, ressentant une connexion profonde avec Clara qui transcendait le temps et la mort. C'était comme si elle me guidait de là où elle se trouvait, continuant à veiller sur moi-même après son départ. J'ai décidé de visiter l'endroit marqué sur la carte cet après-midi même. Il y avait quelque chose dans la description de Clara qui m'attirait, la promesse d'un refuge où je pourrais assimiler tous les changements qui survenaient dans ma vie. Après le déjeuner,
J'ai enfilé une tenue confortable pour marcher et je suis sorti avec la carte en main. J'ai suivi les indications minutieuses de Clara, parcourant des rues que je ne connaissais pas encore, observant les maisons et les jardins qui composaient le paysage de mon nouveau quartier. J'ai trouvé le jardin public exactement où la carte l'indiquait. C'était une petite oasis de verdure, cachée entre les résidences, avec une entrée discrète qui pouvait facilement passer inaperçue. Je suis entré dans le jardin et j'ai immédiatement compris pourquoi Clara considérait cet endroit comme spécial. Il y avait une tranquillité presque magique dans l'air. L'arbre centenaire dont elle avait parlé se dressait majestueusement au centre du petit espace, ses racines anciennes créant un motif naturel sur le sol alentour. Le banc en bois était positionné de manière à offrir de l'ombre et une vue parfaite sur tout le jardin. Je me suis assise sur le banc et j'ai fermé les yeux, laissant la sérénité du lieu m'envelopper complètement. Je pouvais presque sentir la présence de Clara ici, comme si ses visites précédentes avaient imprégné l'endroit de son énergie positive. Alors que je restais assise dans ce sanctuaire particulier, mon esprit a vagabondé vers les événements des dernières semaines. La douleur du rejet de Zacharie était encore présente, mais elle ne dominait plus mes pensées comme avant. À sa place avait grandi un sentiment de possibilité, de renouveau, d'espoir sincère en l'avenir. J'ai pensé à toutes les personnes qui étaient entrées dans ma vie depuis que j'avais quitté la maison de Zacharie. Clara, même si ce n'était que pour quelques minutes, avait complètement changé ma trajectoire. Olivier m'avait traité avec respect et dignité. Wilhelmine Perrine m'avait accueillie comme voisine avec une cordialité authentique. Chaque rencontre avait contribué à reconstruire mon estime de soi et ma foi en la bonté humaine. Je suis restée dans le jardin jusqu'à la fin de l'après-midi, observant comment la lumière changeait à travers les feuilles de l'arbre centenaire. Quand je me suis finalement levée pour rentrer chez moi, j'ai senti que j'avais laissé là encore un peu du poids des chagrins passés. Le chemin du retour m'a semblé plus familier, comme si chaque pas me connectait plus profondément à mon nouveau foyer. En arrivant dans ma rue, j'ai vu que Wilhelmine Perrine arrosait le jardin devant sa maison et m'a fait un signe de la main avec un sourire chaleureux. « Comment était la promenade ?» a-t-elle demandé avec un intérêt sincère. « Merveilleuse », ai-je répondu sincèrement. J'ai découvert un endroit très spécial que Clara avait recommandé. « Le jardin secret », a dit Wilhelmine Perrine avec un sourire complice. Clara m'y a emmené quelquefois. C'est vraiment un endroit magique pour réfléchir. Nous avons discuté quelques minutes du quartier et de Clara, et une fois de plus, j'ai été impressionné par le réseau de relations positives que ma bienfaitrice avait cultivé au fil des ans. Chaque personne qui connaissait Clara avait quelque chose d'affectueux à raconter sur elle, témoignant du type de vie significative qu'elle avait construite. Ce soir-là, j'ai préparé un dîner spécial et j'ai mangé dans le jardin, sous les étoiles, réfléchissant à la façon dont ma vie avait complètement changé en si peu de temps. Il y a quelques semaines à peine, je vivais comme une intruse dans la maison de mon propre fils. Maintenant, j'avais un véritable foyer, des voisins accueillants et plus important encore, j'avais redécouvert ma propre identité et ma valeur. À 67 ans, j'apprenais qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, jamais trop tard pour découvrir qui nous sommes vraiment quand nous n'essayons pas de plaire ou de répondre aux attentes des autres. Clara m'avait donné bien plus qu'une maison. Elle m'avait donné l'opportunité de me retrouver. La semaine suivante, j'ai établi une routine qui apportait la paix à mon cœur. Tous les matins, après le café, je marchais jusqu'au jardin secret de Clara et passais quelques heures sur le banc sous l'arbre centenaire, réfléchissant à ma nouvelle vie et planifiant la journée qui commençait. C'était un rituel qui me connectait non seulement à Clara, mais aussi à moi-même. Un de ces jeudis matins, alors que j'observais les oiseaux qui faisaient leur nid dans les hautes branches de l'arbre, j'ai entendu des pas s'approcher par le sentier étroit qui menait au jardin.
Je me suis retournée et j'ai été surprise de voir Olivier marcher vers moi, portant des vêtements décontractés au lieu de son habituel costume d'avocat. « Bonjour, Wilhelmine Morgan », a-t-il dit avec un sourire chaleureux. Wilhelmine Perrine m'a dit que je vous trouverai ici. J'espère ne pas vous déranger. Pas du tout, docteur Olivier, ai-je répondu, en faisant de la place sur le banc à côté de moi. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Comment as-tu découvert cet endroit? Olivier s'est assis à côté de moi et a doucement soupiré, contemplant la sérénité du jardin. Ma mère m'amenait ici parfois quand j'étais enfant, a-t-il expliqué avec nostalgie dans la voix. Après notre réconciliation, nous sommes revenus ici ensemble plusieurs fois. Elle disait que cet endroit avait le pouvoir de guérir les vieilles blessures. Nous sommes restés silencieux pendant quelques instants, absorbant la tranquillité qui nous entourait. Il y avait quelque chose dans la présence d'Olivier qui me transmettait de la sécurité, une sensation qu'il se souciait sincèrement de mon bien-être. En fait, a-t-il finalement dit, je suis venu vous chercher, car je dois vous dire quelque chose d'important. Quelque chose que ma mère m'a demandé de partager avec vous uniquement lorsque je sentirai que vous étiez véritablement adapté à votre nouvelle vie. Mon cœur s'est légèrement accéléré, curieuse de savoir quel secret Clara gardait encore pour moi. Vous pouvez parler, docteur Olivier, l'ai-je encouragé. Je sens que je suis prête à entendre tout ce que votre mère voulait me transmettre. Olivier a respiré profondément avant de commencer sa révélation. Ma mère ne vous a pas choisi par hasard, Madame Morgan, a-t-il dit sérieusement. Elle connaissait votre histoire bien avant ce jour sur la place. Cela faisait des mois qu'elle vous observait, voyant comment vous traitiez les gens au marché, comment vous vous occupiez des enfants au square, comment vous aviez toujours un mot gentil pour les personnes âgées que vous rencontriez dans les rues. J'étais abasourdi par cette information. Clara m'avait étudié, me connaissait avant même notre première rencontre. Mais comment savait-elle pour ma situation avec Zacharie? Ai-je demandé confuse. Ma mère avait un réseau d'amis très étendu dans cette ville, a expliqué Olivier. Une de ses amies était la voisine de votre fils et avait commenté la situation délicate dans laquelle vous viviez. Clara était indignée d'apprendre qu'une femme de votre âge et de votre caractère était traitée avec si peu de respect. Les paroles d'Olivier m'ont profondément ému. Savoir que Clara s'était souciée de moi-même avant de me connaître personnellement était touchant et révélait la profondeur de sa générosité. Elle a commencé à planifier comment elle pourrait vous aider, a continué Olivier. Elle a passé des semaines à étudier la meilleure façon d'aborder la situation sans blesser votre dignité. La rencontre sur la place n'était pas une coïncidence, Madame Morgan. Ma mère attendait le bon moment pour intervenir dans votre vie. Elle m'a sauvée, ai-je murmuré, sentant des larmes de gratitude monter à mes yeux. Clara m'a littéralement sauvée quand j'en avais le plus besoin. Et elle savait qu'elle le ferait, a dit Olivier avec un sourire ému. Dans les derniers mois de sa vie, ma mère parlait constamment de vous. Elle disait qu'elle avait trouvé la personne parfaite pour s'occuper de sa maison et qu'elle était sûre que vous vous entendriez parfaitement toutes les deux. Nous sommes restés assis sur le banc, réfléchissant à la profondeur de la planification et de l'attention que Clara avait montrée pour une étrangère. Sa générosité transcendait toute définition commune de la bonté. « Il y a encore une chose que je dois vous dire », a dit Olivier après quelques minutes. Ma mère a laissé des instructions spécifiques concernant son testament. La maison n'a pas seulement été mise à votre disposition pour y habiter, Madame Morgan. Elle est officiellement votre propriété, libre de toute charge ou condition. J'ai regardé Olivier complètement choqué, incapable de traiter immédiatement ce que je venais d'entendre. « Comment ça, docteur Olivier ?» ai-je demandé d'une voix tremblante. « La maison est enregistrée à votre nom », a-t-il expliqué patiemment. Ma mère a modifié le testament 3 semaines avant son décès, vous transférant la propriété complète. Tous les documents ont déjà été traités légalement. Cette révélation m'a laissé complètement sans voix. Clara ne m'avait pas seulement offert un toit temporaire, elle m'avait donné une propriété, une sécurité financière,
un avenir stable. Mais pourquoi ferait-elle quelque chose d'aussi extraordinaire pour une inconnue ? Ai-je demandé, luttant encore pour comprendre une telle générosité. Parce que ma mère a reconnu en vous quelque chose de très spécial, a répondu Olivier avec conviction. Elle voyait votre bonté authentique, votre force face aux adversités, votre capacité à recommencer même quand tout semblait perdu. Clara a toujours dit que des personnes comme vous méritent toutes les opportunités que la vie peut offrir. Je me suis levée du banc et j'ai fait quelques pas dans le jardin, essayant d'absorber l'ampleur de ce que je venais de découvrir. À 67 ans, non seulement j'avais trouvé un nouveau foyer, mais j'étais devenue propriétaire d'une maison dans l'un des meilleurs quartiers de la ville. Il y a aussi un compte bancaire, a ajouté Olivier doucement. Ma mère a laissé une somme substantielle pour garantir que vous ayez une tranquillité financière pour les années à venir. Elle voulait s'assurer que vous ne connaîtriez plus jamais de difficultés matérielles. Je suis retournée au banc et me suis rassise, sentant une émotion écrasante envahir ma poitrine. Clara avait pensé à chaque détail, à chaque aspect qui pourrait garantir ma sécurité et ma dignité pour le reste de ma vie. Je ne sais pas comment je pourrais jamais vous rendre une telle bonté, dis-je, d'une voix étranglée par l'émotion. Vous le faites déjà, dit Olivier avec tendresse. Vous prenez soin de la maison que ma mère aimait, vous vivez la vie pleine qu'elle désirait pour elle-même quand elle avait votre âge. Pour Clara, cela vaut plus que n'importe quel paiement. À ce moment-là, j'ai pleinement compris l'étendue du cadeau que Clara m'avait fait. Ce n'était pas seulement une maison ou de l'argent, c'était la liberté, la dignité, la possibilité de vivre mes années dorées avec indépendance et respect de soi. « Je veux vous montrer quelque chose, dit Olivier en sortant une lettre de sa poche. Ma mère a écrit ceci quelques jours avant de mourir, spécifiquement pour être lue quand je vous aurai révélé toute la vérité. J'ai reçu la lettre avec des mains tremblantes et j'ai immédiatement reconnu l'écriture élégante de Clara. « Cher Morgane Conseilson, disait la lettre, si Olivier vous lit cette lettre, cela signifie que vous avez enfin découvert toute l'étendue de mes plans. J'espère que vous ne vous sentirez pas mal à l'aise d'avoir été étudié avant notre rencontre. Je l'ai fait uniquement parce que je voulais être sûre de prendre la bonne décision. J'ai fait une pause dans ma lecture, émue par la délicatesse avec laquelle Clara anticipait ma possible réaction. Vous devez vous demander pourquoi j'ai choisi de faire tout cela pour une inconnue. La réponse est simple, parce que j'ai reconnu en vous la femme que j'aurais aimé être à votre âge. J'ai vu votre force, votre dignité, votre capacité à maintenir la gentillesse même face à l'ingratitude de votre propre fils. Les mots suivants m'ont profondément touché au cœur. Ne laissez jamais personne vous convaincre que vous êtes un fardeau ou une obligation. Vous êtes un cadeau pour ce monde, une personne dont la valeur transcende toute mesure matérielle. Vivez vos prochaines années avec la joie et la liberté que vous avez toujours méritées. La lettre se terminait par des mots que je garderai à jamais dans ma mémoire. Merci de m'avoir permis de faire la différence dans la vie de quelqu'un d'aussi spécial. Avec toute mon affection et mon admiration, Clara. Quand j'ai fini de lire, des larmes coulaient librement sur mon visage. Olivier m'a offert un mouchoir et est resté patiemment à mes côtés pendant que je digérais toutes les émotions que cette révélation avait éveillées. Elle a vraiment changé ma vie pour toujours, ai-je finalement dit, regardant Olivier avec une gratitude infinie. Et vous avez changé sa vie aussi, a-t-il répondu avec sincérité. Ces derniers mois, ma mère était plus animée et pleine d'espoir qu'elle ne l'avait été depuis des années. Savoir qu'elle pouvait faire la différence dans la vie de quelqu'un a donné un nouveau sens à ces derniers jours. Nous avons passé le reste de la matinée à parler de Clara, de ses plans minutieux, de la façon dont elle avait orchestré chaque détail pour s'assurer que j'aurais non seulement un nouveau foyer, mais une nouvelle vie complète. Olivier m'a raconté des histoires sur l'enfance de sa mère, sur sa générosité constante envers les étrangers dans le besoin, sur la façon dont ma situation avait particulièrement touché son cœur.
lorsque nous nous sommes dit au revoir dans ce jardin sacré, j'ai senti que je bouclais un cercle important dans mon parcours. Je comprenais maintenant pleinement la profondeur du cadeau que j'avais reçu et la responsabilité qui l'accompagnait. Je suis rentré chez moi, ma propriété, d'un pas plus léger et le cœur plus rempli de gratitude que jamais. À 67 ans, j'avais appris que la vie peut nous surprendre avec des retournements extraordinaires, que la bonté humaine peut transcender toute attente et qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer complètement. Ce soir-là, assise dans mon jardin sous les étoiles, j'ai réfléchi à la façon dont ma vie s'était transformée depuis ce terrible jour où Zacharie m'avait mise à la porte. La douleur du rejet existait toujours, mais elle avait été dépassée par un sentiment écrasant de gratitude et de possibilité. Clara m'avait appris que nous méritons l'amour, le respect et la dignité, indépendamment de l'âge ou des circonstances. Son cadeau avait transcendé le matériel. Elle m'avait rendu l'estime de soi, l'espoir et la foi en la bonté humaine. 2 ans se sont écoulés depuis ce jour transformateur, dans le jardin secret de Clara, quand Olivier m'a révélé toute l'étendue de la générosité de sa mère. Pendant cette période, ma vie a fleuri de manière que je n'aurais jamais imaginé possible à 69 ans. J'étais devenue une figure connue et respectée dans le quartier. Ma maison était devenue un point de rencontre informel pour les dames du voisinage, qui venaient prendre le thé avec moi les jeudis après-midi. Wilhelmine Perrine était devenue ma meilleure amie, et ensemble nous organisions de petites réunions où nous partagions des recettes, des histoires de vie et des conseils de jardinage. Le salon que Clara avait meublé avec tant d'amour résonnait maintenant des rires et des conversations chaleureuses de femmes qui, comme moi, avaient même découvert que l'âge mûr pouvait être l'une des phases les plus riches de la vie. Mon jardin s'était complètement transformé. Avec l'aide de M. Antonio de la boutique de fleurs, que Clara avait recommandé dans sa lettre, j'avais cultivé un petit paradis de fleurs et d'herbes aromatiques. Les roses que j'avais plantées la première année fleurissaient maintenant avec exubérance, et mon potager d'herbes aromatiques fournissait des ingrédients frais pour les recettes que j'expérimentais quotidiennement. La cuisine était devenue une passion renouvelée, une forme d'expression créative que je n'avais jamais eu l'occasion d'explorer quand toute mon énergie était consacrée à prendre soin des autres. Olivier gardait un contact régulier avec moi, me rendant visite au moins 1 fois par mois. Nos rencontres se déroulaient toujours dans le jardin secret de Clara, où nous parlions de la vie, des souvenirs de sa mère et de la façon dont nous avions tous deux grandi grâce aux leçons qu'elle nous avait enseignées. Il était devenu bien plus que l'exécuteur testamentaire de Clara. C'était un véritable ami, quelqu'un qui comprenait profondément l'impact transformateur que sa mère avait eu sur mon existence. Pendant ces conversations, Olivier me parlait souvent de son travail actuel, concentré sur des cas de droit de la famille, particulièrement des situations impliquant des personnes âgées en conflit avec des enfants ingrats. Votre histoire m'a ouvert les yeux sur un problème beaucoup plus courant que je ne l'imaginais, m'avait-il dit lors d'une de nos conversations récentes. Maintenant, je consacre une partie significative de mon temps à aider des personnes dans des situations similaires à celles que vous avez vécues. Son dévouement à cette cause me remplissait de fierté et me faisait sentir que mon expérience douloureuse avait contribué à quelque chose de plus grand, à la protection d'autres personnes âgées qui pourraient vivre le même abandon que j'avais expérimenté. Quant à Zacharie, il y a eu des développements que je n'aurais jamais anticipés. Il y a 6 mois, par un après-midi pluvieux de mars, j'ai entendu la sonnette et je suis allé ouvrir sans imaginer qui cela pouvait être. Lorsque j'ai ouvert la porte, j'ai trouvé mon fils sur le seuil, visiblement mal à l'aise, tenant un petit bouquet de fleurs qu'il semblait avoir acheté à la hâte dans une boutique proche. « Maman, dit-il, évitant le contact visuel direct. Puis-je vous parler ? Mon cœur s'est emballé, mais j'ai gardé mon calme. Je l'ai invité à entrer, j'ai proposé du café,
et nous nous sommes assis dans le salon où Clara avait imaginé que je recevrais des visites importantes. Zacharie regardait autour de lui avec des expressions alternant entre la surprise et ce qui semblait être du regret. « La maison est belle », a-t-il commenté, me regardant enfin dans les yeux. « Vous semblez bien, heureuse. »« Je suis heureuse, Zacharie, » ai-je répondu sincèrement. « J'ai trouvé la paix et un but dans cette nouvelle phase de ma vie. » Il est resté silencieux pendant quelques minutes, luttant visiblement pour trouver les mots appropriés pour exprimer ce qu'il était venu dire. « Maman, je suis venu vous demander pardon, » a-t-il finalement dit, sa voix chargée d'une émotion que je n'avais pas entendue depuis des années. « Je suis venu m'excuser pour la façon cruelle dont je vous ai traité. Je n'ai aucune justification pour ce que j'ai fait. J'ai écouté ces paroles avec un cœur ouvert, mais sans le désespoir anxieux que j'aurais pu ressentir dans le passé. 2 ans de développement personnel m'avaient appris à valoriser les excuses sincères sans leur permettre de définir mon estime de soi. « Qu'est-ce qui a changé, Zacharie ?» ai-je demandé doucement, sincèrement curieuse de sa transformation. Il a soupiré profondément avant de répondre. « Clara et moi nous sommes séparés il y a 4 mois, a-t-il dit, faisant référence à son épouse, pas à ma bienfaitrice. Pendant le processus de séparation, j'ai réalisé beaucoup de choses sur moi-même que je n'ai pas aimé reconnaître. J'ai réalisé à quel point j'étais devenue une personne égoïste et ingrate. Zacharie m'a raconté comment la séparation l'avait forcé à réfléchir sur ses priorités et ses relations. Sans l'influence constante de son épouse, qui avait toujours montré de la froideur envers moi, il avait commencé à remettre en question les décisions qu'il avait prises concernant notre relation. « J'ai commencé une thérapie », a-t-il avoué, me surprenant par son ouverture. La psychologue m'a aidé à comprendre que j'avais rejeté la seule personne qui m'avait vraiment aimé inconditionnellement. J'ai réalisé que j'avais perdu non seulement une mère, mais ma meilleure amie. Ces paroles m'ont touché, mais ne m'ont pas brisé comme elles l'auraient fait dans le passé. La femme que j'étais devenue était capable de recevoir des excuses avec grâce, sans en dépendre pour son bonheur. « J'accepte tes excuses, Zacharie, » ai-je dit calmement. « Et je suis heureuse que tu aies trouvé un chemin vers la croissance personnelle. » Dans les mois qui ont suivi, Zacharie a commencé à me rendre visite régulièrement. Nous n'avons pas immédiatement retrouvé l'intimité que nous avions quand il était enfant, mais nous avons lentement construit un nouveau type de relation, basé sur le respect mutuel et la reconnaissance que nous avions tous les deux changé pendant notre période d'éloignement. Il a rencontré mes amis du quartier, m'a aidé avec de petites réparations dans la maison et a progressivement commencé à comprendre la vie riche et indépendante que j'avais construite. Lors d'une de ses visites les plus récentes, il a commenté avec une admiration sincère « Maman, vous êtes devenue la femme la plus intéressante que je connaisse. Vous avez des hobbies, des amis, des projets. Vous êtes inspirante. » Ces compliments m'ont réchauffé le cœur, mais ne m'ont pas défini. J'avais appris à trouver ma validation en moi-même, pas dans l'approbation des autres, même quand ces autres étaient des personnes que j'aimais. Aujourd'hui, alors que j'écris ces réflexions dans mon journal personnel, assise dans le fauteuil à bascule que Clara avait placé sous l'arbre du jardin, je ressens une profonde gratitude pour tout le parcours que j'ai vécu. La douleur du rejet initial de Zacharie s'était transformée en sagesse. La générosité extraordinaire de Clara était devenue le fondement d'une vie complètement renouvelée. J'ai appris qu'à 69 ans, je peux encore me surprendre. J'ai découvert des talents pour le jardinage que je ne savais pas posséder. J'ai développé des amitiés profondes avec des femmes qui partagent des intérêts similaires. J'ai trouvé la paix dans des routines simples mais significatives, comme mes promenades matinales jusqu'au jardin secret de Clara, où je vais encore régulièrement méditer et planifier mes journées. La maison que Clara m'a laissée est devenue bien plus qu'un abri. Elle s'est transformée en centre d'une vie riche en relations,
créativité et sens. Chaque pièce garde des souvenirs précieux, non seulement du passé de Clara, mais aussi de ma propre renaissance. La cuisine où j'expérimente de nouvelles recettes, le salon où je reçois des amis pour le thé, la chambre où je dors paisiblement chaque nuit, sachant que j'ai un véritable foyer. Zacharie et moi sommes encore en train de reconstruire notre relation et peut-être ne retrouverons-nous jamais la proximité que nous avions quand il était enfant. Mais j'ai appris que ce n'était pas nécessaire pour mon bonheur. Je peux aimer mon fils, accepter ses excuses, tout en maintenant l'indépendance émotionnelle que j'ai acquise pendant ces 2 années de croissance. La leçon la plus précieuse que Clara m'a enseignée ne concernait pas la générosité matérielle, mais la dignité personnelle. Elle m'a montré que je mérite le respect, l'amour et l'attention, indépendamment de l'âge ou des circonstances. Plus important encore, elle m'a appris que je peux m'offrir ces cadeaux à moi-même, que je n'ai pas besoin de dépendre de la validation des autres pour me sentir précieuse. Quand je regarde vers l'avenir, je vois des possibilités infinies. Peut-être voyagerai-je vers des endroits dont j'ai toujours rêvé. Peut-être m'impliquerai-je plus profondément dans le travail bénévole de la communauté. Peut-être écrirai-je les mémoires de ce parcours extraordinaire pour inspirer d'autres femmes qui pourraient traverser des situations similaires. Ce que je sais avec certitude, c'est que je ne permettrai plus jamais à quiconque de me faire sentir comme un fardeau ou une obligation. Clara m'a rendu non seulement un toit sur la tête, mais la conscience de ma propre valeur. À 69 ans, j'ai découvert que la vie réserve encore des chapitres extraordinaires à ceux qui ont le courage de recommencer, même quand tout semble perdu.